G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, à vos sportifs, à notre antenne aussi qui se régale de découvertes et même de retrouvailles. C'est ce qu'on va vous proposer ce soir tout en même temps avec déjà un garçon qu'on a bien connu dans sa tendre jeunesse avec le FCG Rugby, exilé dans la Drôme puis dans l'Ain. Il est désormais champion de France et s'apprête à jouer contre son ancien camp en Pro D2. Hugo Dupont, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Comme on se retrouve, ça fait bien plaisir. On va écouter ton aventure dans quelques instants. Et non loin de ton fief d'origine, je crois que tu es de Bresson, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Eh bien, le Vélodrome des Bains va enfin retrouver la Dernier Cup. Alors, Chiesacco, c'est une course cycliste entraînée par des motos, comme celle qu'on voit ici. C'est une moto particulière, évidemment. C'est ce samedi et on en parle avec Gilles Ricciero, président de l'ESSM Cycliste. Bienvenue. Merci, bonjour. Avec Adriana Torres, 10 fois titrée, déjà chez les juniors. Merci Adriana. Merci à vous. Et Marc Pacheco, comment on dit ? Bonjour, Marc Pacheco, voilà. tout simplement. On a tout bon dès le début. Vous êtes champion de France comme votre tenue l'indique. On va tout savoir sur cette discipline et cet événement dans un instant. D'abord, c'est l'actu. Et donc, qui sera à la barre du GF38 mercredi 23 juin pour la reprise ? Eh bien, on n'en sait rien. Mais le plus probable, c'est que ce ne soit pas Philippe Inchberger. Car on rappelle que le coach lorrain, qui a accompagné la plus belle saison de Ligue 2 de l'équipe, était très intéressé par le projet d'Amiens. Sauf que le club demandait au Picard une indemnité conséquente. Car Inchberger est toujours sous contrat avec le GF pour une saison encore. Amiens serait refroidi par cette somme. Un petit jeu de mots, si vous êtes fort, vous allez trouver. Et donc, Grenoble serait refroidi par cette envie de partir. Donc, difficile de motiver tout un groupe et tout un staff quand le chef de file a manifesté une envie de partir. Les négociations ont donc repris entre Grenoble et Amiens. Et le club Picard aurait donc accepté, le club grenoblois aurait accepté de baisser l'indemnité demandée a priori. Elle était initialement fixée à 100 000 €, selon les informations qui ont circulé dans la presse. Et pour laisser partir donc Philippe Inchberger et son adjoint Francis Depersin. Le club travaillerait donc sur plusieurs pistes pour les remplacer, mais rien ne fuite pour l'instant. Et dans ce contexte, on se réjouit déjà de la prolongation de Florian Michel. Le Grenoblois de 29 ans, formé au GF38, avait signé son premier contrat pro avec Grenoble en octobre 2019, auteur d'une très belle fin de saison et notamment sur le barrage contre le PFC en particulier. Il s'engage pour 2 saisons supplémentaires et sera donc Grenoblois jusqu'en 2024. Une autre prolongation qui fait toujours autant de bien du côté des Brûleurs de Loup. Sacha Treille repart pour une saison avec son club d'origine. L'attaquant aux 10 buts et 13 passes sur les 22 matchs de cette petite saison poursuit donc l'aventure commencée il y a 33 ans. C'est son âge parce que Sacha est né dans la Meute, fils de Philippe Treille, un meilleur buteur de l'histoire des BDL et frère de Yorick. Au passage, on ne l'oublie pas, premier Français de l'histoire drafté en NHL. Les Brûleurs de Loup refont quelques heures de glace depuis quelques jours pour préparer la saison et même quelques minutes de fausse glace aussi. Le temps de présenter l'équipement qui va permettre au hockey de se déplacer et de frapper à la porte des Isérois pour se faire connaître et tester la pratique. Glisser, patiner, voltiger. Désormais, plus besoin d'aller à la patinoire, c'est elle qui vient à vous. Grâce au fonds de dotation des Brûleurs de Loup, 48 mètres carrés de glace synthétique vont voyager dans les rues de Grenoble pour faire découvrir le hockey aux plus curieux. L'idée vient toujours d'une même problématique, c'est comment on fait pour véhiculer notre sport. Et nous, notre problème, c'est la glace. Donc à un moment donné, on a trouvé, on est parti sur la synthétique. Le but, c'est vraiment en priorité pour les enfants. Nous, on veut toucher les enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à la patinoire Pôle Sud. L'idée, c'est de se déplacer, donc vraiment dans les quartiers. Ça peut être dans des cours de récréation, ça peut être au plein milieu d'un quartier, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un gymnase. Vraiment, on s'adapte de partout. Cette patinoire peut changer de forme ou même s'agrandir si son succès la dépassait. Mais les plus excités par ce projet, ce sont les Brûleurs de Loup qui ont déjà réfléchi à des activités pour faire découvrir leur sport au grand public. L'idée du club, elle est superbe, je trouve.
Après, pour nous, c'est vrai qu'il n'y a pas la même surface, donc c'est dur de se projeter dans la même application de nos entraînements, par exemple, ou des matchs. Mais je pense que ça peut être sympa, un événement à l'image d'un Winter Classic, un Summer Classic, je sais pas, ou quelque chose dans le genre. Et cette patinoire coûte bien moins cher qu'une vraie, surtout pour l'entretien. Alors dans le monde du hockey, la glace synthétique pourrait sûrement servir de plus en plus. Il y a des clubs, en Magnus notamment, qui ont des réflexions sur ce type de surface pour gagner de l'entraînement. Donc il y a des réflexions aujourd'hui et je pense que c'est aussi l'idée, c'est que ça donne des idées même aux collectivités. Aujourd'hui on voit des stades de foot de partout, on voit des stades de basket de partout, mais une patinoire non, et ça pourrait répondre aussi à la démocratisation du hockey sur glace en France. En attendant, il est temps d'enfiler les patins car patiner en plein été, c'est quand même le pied. Et quand les tout petits sont convaincus justement par les hockey sur glace, eh bien ça donne ça. Alerte mignonnerie, même les tout petits de 3 à 9 ans disputent des tournois comme ce week-end avec un plateau opposant Grenoble, Vaujany, Lyon et Villars. C'est très sérieux et ils se donnent beaucoup, même s'il y a quelques chutes de temps en temps. Bah oui, alors tout le monde a gagné, c'est ça l'avantage. Et devant le public, de retour à Pôle Sud. Et ça fait du bien et ça promet pour la saison prochaine des Brûleurs de Loup. Un petit clin d'œil à nos amateurs. À quel âge est-ce que tu avais commencé le rugby, Hugo ? Quasiment 7 ans. C'est pas si jeune. Ah ouais. Maintenant, oui. ça commence plus jeune. Ouais. À l'époque, on pouvait commencer que à 7 ans. Maintenant, à partir de 5 ans, je crois qu'ils font des initiations et tout. Ouais, le baby là, rugby. les petits avaient l'air encore plus jeunes. Enfin, il y a 5 ans. Non Ah, il y en a qui ont 3, 4, 5, 6 ans. Voilà. Ça marche bien. Et puis en plus, ils n'ont pas beaucoup patiné cette année, justement, les petits. Et puis, tu connais bien Sacha Treille, a priori ? Plutôt Julien Bellac, Ouais. aussi, qui fait partie des autres dinosaures des Brûleurs de Loup. Les dinosaures d'une petite trentaine d'années. Voilà, on est encore là. Donc le public de retour à Pôle Sud et le public était aussi de retour à Biarritz. Pour info, c'est Biarritz qui est monté en top 14 en battant Bayonne devant, il paraît, un peu plus de 5000 personnes et manifestement quelques gestes barrières oubliés. Biarritz qui avait donc sorti les Grenoblois de ses playoffs. Ce n'était bien sûr pas le cas à Bourgoin d'ailleurs, Hugo. Les mesures étaient bien respectées. C'est là que l'US Bressane Bourg-en-Bresse est monté en Pro D2, sacré champion de France de ce nouveau championnat de national. C'est la charnière entre les pros et les amateurs. Le championnat de Fédéral 1 continue. Et donc, un bouclier pour Hugo. On te voit ici lever ce bouclier avec toute ton équipe. Tu es grenoblois et chirolois de Bresson, on va dire, c'est ça ? Ouais, exactement. Je suis né à Échirolles, mais j'ai commencé le rugby à Échirolles et mes parents sont à Bresson. Ouais. Il y a Cyril Verret aussi, qui est un autre ancien grenoblois, qui soulève avec moi le bouclier, qui est co-capitaine, on va dire, avec moi de cette équipe. Donc c'était sympa d'avoir vécu ça ensemble. On s'en souvient bien de Cyril Verret qui était deuxième ligne aussi. C'était vraiment la génération montante dans ces années 2010, 11, 12. Donc toi, tu es le capitaine de cette équipe, donc tout heureux. Ici, est-ce que ça te montre, quand tu revois ces images ici, qu'on passe par des moments compliqués aussi ? Parfois, on ne fait plus partie des choix de l'entraîneur. Ça avait été le cas. Tu as joué à Grenoble, tu n'as plus fait partie des choix de l'entraîneur. Et à force de patience, eh bien, on gagne encore le haut niveau, le plus haut niveau et de persévérance. Ouais, surtout de persévérance. Ouais, c'est vrai que tu me rappelles des moments qui étaient à la fois exceptionnels parce que c'était notre jeunesse, nos premiers pas en équipe professionnelle entre jeunes du centre de formation. Donc, c'est des moments inoubliables. Et aussi des moments très durs parce que moi, à un moment, on m'a fait comprendre que je ne pourrais pas continuer dans mon club de cœur. C'était cette année-là. Ouais, là, on est en 2012. 2012. C'était un moment difficile parce que c'était la première fois que personnellement, parce que c'est la première fois que le club montait en top 14. Mon petit frère avait vraiment le vent dans le dos, il faisait une saison exceptionnelle. Regarde, pour moi, c'était la fin de... Vous êtes là tous les deux. Voilà, ça c'est toi et Lucas. C'est un peu émouvant quand même. Ah ouais, c'était trop bien. C'était assez dur. C'était assez génial. Mais dur pour toi quand même à vivre. Ouais, franchement, j'ai le sourire, mais c'était dur. Et après, j'ai voulu garder... En fait, je les ai regardés. J'ai l'impression d'avoir été plutôt un spectateur privilégié quand ils ont réalisé cette saison-là. Et je me suis toujours... Après, ça a été une bataille assez personnelle de me dire un jour, c'est moi qui ferai partie des leaders d'une équipe qui réalise une montée. Aujourd'hui, c'est plus du tout une guerre personnelle parce que j'ai assouvi cette envie déjà avec notre première montée il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut s'accrocher quand on a un rêve. Et c'est pas parce que certaines personnes considèrent que tu pourras pas le réaliser que c'est forcément vrai.
je leur en veux pas du tout, mais il faut y croire en soi jusqu'au bout. Ouais. On se souvient qu'Olivier Giroud ne faisait pas partie des, Bon, il a mieux réussi que moi quand même. Mais... Ah oui, mais à l'époque, dans le GF38, voilà. Et puis, il a rebondi ailleurs. Et peut-être qu'il ne Ouais. serait pas aussi devenu, s'il n'était pas parti de Grenoble, peut-être qu'il ne serait pas en train de disputer l'Euro. D'ailleurs, en ce moment, bien sûr, ce garçon. Voilà, puisqu'on rappelle que c'était à l'époque, avec le staff de Fabrice Landreau, que tu n'avais pas été conservé. Tu vas avoir 33 ans en septembre. Donc, tu es effectivement remonté donc, pour une deuxième fois avec Bourg-en-Bresse, ce qui veut dire que tu vas jouer l'an prochain contre ton frère Lucas. Ouais. C'est jamais arrivé. Non, on a joué une fois contre lors d'un tournoi 7 amical, mais c'était anecdotique. Et là, dans des compétitions officielles, ce sera la première fois. Ça, c'est autant rejouer en Pro D2, comme je l'ai dit, j'avais assouvi ce désir, autant rejoindre Lucas sur un terrain, ça, c'est un vrai plaisir. Ouais. Une petite appréhension quand même, parce qu'on sait que vous êtes très proches aussi dans la vie. Ouais, non, maintenant, je pense qu'on est tous les deux à un stade de notre carrière où c'est le plaisir qui est vraiment le seul but. Même si on met quand même beaucoup d'exigences dans ce qu'on fait, tu nous connais. Mais il n'y a pas d'appréhension particulière, non, vraiment. Beaucoup de plaisir de jouer contre lui, beaucoup de plaisir de jouer sur le stade des Alpes. J'espère que je jouerai dans ce stade où j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec Grenoble et où je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de gens que je connais qui viendront à ce match. Non, c'est ça, toujours spectateur, malgré le fait que tu aies été dans cette équipe à l'époque, et notamment en 2012, 2011-12. Ouais. Voilà, tu étais dans cette équipe, mais tu n'y avais pas joué. Et puis la Pro D2, c'est quand même un super championnat avec le niveau relevé. Donc le but, c'est déjà le maintien, j'imagine. Ouais, ça serait le but, c'est que pour l'équipe de Bourg-en-Bresse est montée 4 fois en Pro D2 dans son histoire. Et, enfin, c'est la 4e fois et il y a eu 3 redescentes immédiates. Donc nous, on aimerait bien, pour la première fois de l'histoire du club, réussir à se maintenir. C'est un challenge hyper dur, mais on va tout faire pour y arriver. Eh ben, évidemment, on est toujours un petit peu supporters, bien sûr, des Grenoblois qui ont réussi. On est très heureux de t'avoir reçu. On a bien sûr hâte de te voir, de te retrouver au Stade des Alpes, pourvu qu'on ait du public et qu'on ait une belle saison, bien évidemment. Et puis un petit clin d'œil encore à Lucas, ton frère, qui est vraiment notre ailier chouchou de toujours, qui était là il y a encore quelques jours à ta place. Merci beaucoup. Alors, donc, on dit que tu as commencé au club d'Échirolles. On va retrouver un autre Échirollois qui, lui, est en piste pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Encore dans quelques jours. Et comme il n'y a qu'un seul porte-drapeau, eh bien, il y a plusieurs candidats. Et le nageur paralympique David Smetanine peut porter ce drapeau. Donc, du 24 au 7 décembre prochain, à 46 ans. Il ira chercher sa 10e médaille aux Jeux. Et donc, ce sont des binômes filles et garçons qui pourront porter le drapeau. Et c'est au public de voter pour les candidats préférés. Les votes sont ouverts sur le site portonsledrapeau.fr depuis quelques jours et jusqu'à la fin du mois. Écoutez. C'est un moment particulier parce qu'on implique le public, on les intègre à la dimension sportive. On leur fait prendre conscience aussi que le haut niveau paralympique, c'est du sport de haut niveau. Et on les intègre à cette belle équipe de France quelque part aussi. Quoi. Donc, moi, il y a deux choses, hein, forcément. Au-delà de l'honneur immense personnel que ça peut représenter, j'ai aussi envie d'avoir ce rôle-là de capitaine. Le rôle du capitaine est très important pour valoriser aussi notre belle discipline parce que la natation n'a pas toujours été en premier abord sur les premières lignes malgré les résultats qu'ils ont obtenus en général ou qu'on a obtenus. À Tokyo, ça serait 5 jeux, c'est pas rien. Très peu l'ont fait. Et c'est sûr que j'en ai eu des frissons, quoi. On en a tous rêvé comme sportifs et je disais souvent, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas à défendre. On ne va pas à la conquête d'un porte-drapeau, on ne va pas se battre pour être porte-drapeau, on ne va pas, comme dans un combat, chercher à être porte-drapeau. On a cet honneur ou on ne l'a pas, quoi. Donc le premier pas, il a été extrêmement apprécié. C'est un moment très solennel, singulier et vraiment émouvant, de reconnaissance. Mais pour que ce soit pertinent, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça aille plus loin. On ne sera plus qu'à 3 ans après Tokyo de Paris 2024 et de ramener ce drapeau-là à la maison, d'être le lien intergénérationnel entre le Japon et la France ensuite, ça serait vraiment fantastique pour moi, c'est évident, quoi. Et la lanceuse de disques de Voiron, Mélina Robert-Michon, est candidate, elle aussi, pour être porte-drapeau des Jeux Olympiques. Donc, du 23 juillet au 8 août prochain, ça approche. Les lauréats seront choisis aussi par leur père. Par contre, verdict final début juillet. Et pour la première fois, 4 rameurs grenobloises sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. On vous a présenté ici Laura Tarantola et Emma Lunati. Elles ont été rejointes par les frères jumeaux Turlan, Thibaut et Guillaume, qu'a rencontré Charlotte Faulkner tout de suite.
Les Grenoblois veulent faire briller la France aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Parmi les 12 rameurs français sélectionnés, 4 sont grenoblois, soit 30% de l'effectif. Une vraie fierté et une première pour le club grenoblois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre club aujourd'hui qui est capable de faire ça en France. Et voilà, on est extrêmement fiers, extrêmement ravis que ce soit l'aviron grenoblois. Parmi les 4 athlètes grenoblois, la première à avoir eu son ticket pour les JO, c'est Laura Tarantola, qualifiée depuis juillet 2019. C'était long, après c'était une situation inédite pour tout le monde. Nous, ça a été clairement une étape assez difficile, le confinement. Surtout quand c'est à 3 mois des Jeux, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être annulés complètement? Au début, c'est reporté peut-être à l'automne, après on nous dit reporté d'1 an. Quand on s'entraîne tous les matins depuis des années pour un but qui est censé être dans 3 mois, le voir repousser de plus d'1 an, c'est clair que c'était compliqué à encaisser. Pendant plus d'1 an, les rameurs grenoblois ont ainsi redoublé d'efforts pour avoir leur meilleur niveau pour les Jeux. Une année d'entraînement supplémentaire qui a permis à certains de décrocher leur qualification pour Tokyo. Une chance inespérée pour Emma Lunati et les frères Turlan qui ne pensaient pas connaître les épreuves olympiques avant Paris 2024. Je suis montée au pôle de l'INSEP en septembre pour Paris 2024. Voilà, moi je suis montée au pôle pour préparer Paris 2024. Après, Tokyo, ça ne se refuse pas. Ça nous a permis d'avoir une année supplémentaire. En 2020, on n'était pas forcément prête. En 2019, encore moins. Oui, ça nous a laissé une année en plus. Après, c'était une année dure. Physiquement, psychologiquement. Voilà, le Covid, ça nous a quand même beaucoup affecté. Après, voilà, ça nous permet de nous qualifier. Donc au final, c'est une année un peu dure pour au final que du bonheur. Pour nous, ça nous a vraiment permis de prendre encore un petit cran de maturité, un petit cran de stabilité sur les performances qu'on était capable de produire. Et ouais, clairement, pour nous, ça nous a vraiment plus servi que desservi par rapport à d'autres athlètes. Ouais. Là, je me rends pas compte de la chance que j'ai, mais ouais, c'est assez unique de pouvoir faire ça, d'autant plus en France, c'est la première fois que des jumeaux vont ensemble aux Jeux Olympiques. C'est donc des Grenoblois surmotivés et dans leur meilleure forme qui rêvent tous de leur première médaille olympique. Mais avant de s'envoler pour la capitale nippone, il leur reste encore un ultime mois de préparation. Oui, et c'est Emma d'ailleurs qui ouvrira le bal d'ailleurs pour ces Jeux Olympiques. C'est beaucoup d'abnégation, ce sport. Ouais, je suis assez admiratif parce que c'est un effort hyper répétitif mais très très intense. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la souffrance qu'on doit avoir à l'arrivée. Donc bravo à eux, des beaux athlètes. C'est ça, un sport très complet aussi qui fait travailler vraiment tout le corps. Donc Emma qui ouvrira le bal. Et d'ailleurs, regardez, on va laisser Laura Tarantola introduire tout de suite nos invités. Regardez. C'est notre jingle, on en est très fiers. Donc, on l'attendait en 2020. Enfin, elle est là, la Dernier Cup des Alpes. Elle va pouvoir rayonner au Vélodrome des Bains ce samedi après-midi. Et le principe est tout simple. Les coureurs courent après, non pas un lièvre, non pas après quelqu'un, mais après une moto. Mais une moto pas comme les autres, c'est ce qu'on va voir dans un petit instant. Alors, quel intérêt, Gilles, de courir après un engin motorisé quand on fait du vélo ? C'est une discipline où effectivement le coureur court derrière l'engin motorisé et ça permet en fait de rouler à des vitesses beaucoup plus importantes. Donc, parce qu'on prend le vent, c'est ça le principe ? Oui, en fait le pilote prend le vent et puis donc le coureur en fait est à l'abri. Donc voilà, le but c'est de mettre au maximum à l'abri le coureur pour aller le plus loin possible et puis le plus vite possible. Voilà. Alors on va regarder justement en quoi est-ce que ça consiste. Ça veut dire que chaque coureur a son pilote. C'est ça, chaque coureur a son pilote. Donc on sera sur les bains donc, en course hommes et femmes. On aura 6 pilotes et 6 coureurs par série. Et donc chacun a son coureur. Donc on a une stratégie de course qu'on établit au départ. Et ensuite on met en application la stratégie de course. Donc tout au long de la course, en fait, on vient regarder à droite et à gauche. On regarde à gauche notre coureur, on regarde à droite si ça double. Et ensuite, donc, on met en application la stratégie qui a été définie en début de course. Alors, vous êtes pilote, je vais m'adresser à l'autre pilote également. Marc, vous devez rouler à une vitesse qui doit s'adapter justement au coureur qui est derrière, ou est-ce qu'au contraire, vous devez l'entraîner? Et comment ça se passe en fait au niveau de... Qui entraîne l'autre? Bien, d'abord, comme disait Gilles, on a une tactique, on est censé connaître les possibilités physiques de son coureur ou de sa coureur.
Et c'est de l'amener à son... Ouais. Allez, on va franciser. C'est pas grave. Et donc, le tout, c'est de l'amener à son maximum pour gagner, quoi. Donc, il y a une tactique, on ralentit, on accélère, où on provoque surtout des remous aux adversaires, en faisant éviter des remous à son coureur ou à sa coureur. Il faut gérer beaucoup de choses. Comment est-ce que ça se gère, en fait? Il y a une communication, une complicité vraiment avec son pilote, Adriana? Alors oui, il y en a une. Donc aux entraînements, on regarde comment je m'entraîne. Et après, vu qu'il me connaît, il sait comment je roule et quelle tactique il doit mettre en place. Il faut beaucoup s'entraîner. Combien de fois par semaine quasiment avec son pilote? 2 fois par semaine sur la piste. Et l'avantage d'avoir une moto, c'est de rouler plus vite et plus longtemps? Voilà, ça apprend à l'entraînement à rouler plus vite, plus longtemps, certes, et surtout apprendre à s'abriter, etc. Et le coureur, de toute façon, en compétition, il a juste 2 mots à dire, c'est hop, si ça va trop vite, ou aller, s'il peut aller plus vite. C'est tout. D'accord. Le reste, c'est l'entraîneur qui gère. Donc hop ou aller. Et c'est très ancien, en fait, comme discipline. Là, on a des images de 1965, et c'était sur le Bordeaux-Paris, qui était une très longue distance. Et c'est sur la route, parce que le dernier, c'est à la fois sur la route et sur la piste. Tout à fait, oui. Bordeaux-Paris, c'est l'image mythique avec le Critérium des As. C'était 400 km derrière le dernier. C'est Anquetil, ça. Ça, c'est Anquetil, Jacques Anquetil, oui. Donc 200 km tout seul en partant à minuit. Et à Angoulême, il prenait les derniers pour les 400 derniers kilomètres. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très dur. Et la gloire de Jacques Anquetil, là, c'est d'avoir gagné Bordeaux-Paris le lendemain de l'arrivée du Dauphiné libéré. Et ça, c'était un exploit jamais réalisé. Oui, alors quand on dit il y a de la triche, c'est pas de la triche d'être entraîné par un lièvre à moteur. Ah non, là, c'est avance ou tu perds, quoi. Ça a été inventé par un Français, d'ailleurs? Ah voilà, Roger Dernier. Un Anglais, Roger. Ok, donc on va l'appeler Roger. Ça change sa façon de rouler complètement, cet engin, Adriana? Un peu, on se fatigue moins que quand on est tout seul. Oui, mais on y prend goût aussi, parce que on peut dire quand même que tu roules aussi sans dernier. Bien sûr, tu es une coureuse, j'ai fait comme vous, une coureuse cycliste complète. Est-ce que tu as quand même un petit penchant pour les courses avec engin ou tout simplement la piste pure? Je préfère avec le dernier. Il y a des sensations différentes? Oui, on est moins fatigué derrière et je préfère. On se souvient aussi, alors pour tous ceux qui ont eu la chance d'assister aux 6 jours de Grenoble, c'était sympa quand même, les 6 jours de Grenoble. Eh bien, Marc, ici présent, a gagné ces 6 jours. Oui, j'ai gagné dans les années 90 avec, sur l'engin, avec par exemple Gilbert Duclos-Lassalle. Bien sûr. Qui était le papy du peloton à l'époque, il avait 36 ans. Oui, tout à fait. Et on avait gagné le dernier jour d'un sprint mémorable avec Laurent Biondi, donc un Grenoblois aussi, avec Jean-Claude Colotti, tout ça c'est des amis, des Grenoblois. Et j'ai gagné aussi les 2 dernières éditions avec les champions du monde, Thomas Bouda, Vivien Brice. Donc les 2 dernières éditions, qui étaient 2013-2014, je crois. Oui, c'est ça. Parce que l'âge d'or, on va dire aussi, du dernier sur ces 6 jours, c'était dans les années 90. Voilà, en France. Oui, en France. Et c'est vous aussi qui entraîniez les coureurs de Keirin. Donc là, c'est de la vitesse, c'est du sprint, où on se bagarre. Donc derrière vous, ça chauffe. Voilà, donc là, il n'y a qu'un dernier qui sert de lanceur pendant 3 tours. Et on lâche les coureurs à 3 tours de l'arrivée à une vitesse obligatoire de 50 km/h. Et eux, après, font leur sprint. Alors, c'est du coude à coude derrière, mais bon, c'est du Keirin. Le Keirin, c'est le PMU japonais. Voilà. C'est ça. On fait des paris et donc, effectivement, les coups de coude sont acceptés. Alors, cette machine qui est ici, elle roule propre quand même. Vous n'allez pas leur donner du gaz dans les naseaux à vos coureurs quand même? Non, déjà, le pot d'échappement est très bas pour que les gaz d'échappement, parce qu'il y en a qui passent sous le coureur. Mais par contre, on roule à l'essence alkylate. Donc l'alkylate, c'est une essence où il n'y a pas de plomb, il n'y a pas d'hydrocarbures. Donc c'est une essence propre qui coûte très cher, mais au moins qui respecte l'environnement. Et donc, ça sent peut-être un peu mauvais. Par contre, c'est pas mauvais pour l'environnement. Voilà, donc il y a une petite odeur, certes, mais beaucoup moins que de l'essence avec de l'huile dedans, puisque c'est un mélange de temps. Voilà, c'est ce qu'on met dans les tondeuses aujourd'hui, par exemple. Voilà. Gilles, comment est-ce que ça se passe, la Dernier Cup? Alors, Dernier Cup, donc, cette année, on fait une formation. Donc, Marc aussi est là, présent pour cette formation le matin. On va former des nouveaux pilotes. Donc, on aura des nouveaux pilotes le matin.
Et ensuite, la Dernier Cup, donc cette année, donc, Adriana va participer. On a mis une épreuve femme, donc junior et senior, et une épreuve homme. Et on aura aussi des épreuves de peloton l'après-midi, donc Benjamin, minime, cadet, donc à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans. Donc on mettra, en fait, il y aura tout au long de la journée des épreuves différentes. Et donc ça se passe, la Dernier Cup va se passer par manche de qualification. Et ensuite, on passe par une petite finale et une grande finale. D'accord. Voilà. Et le public peut venir ? Oui, le public peut venir en fait. Il y a de la place. C'est en plein air. Et puis on souhaite, on a des expositions, on aura pas mal de choses et on veut faire découvrir cette discipline, quoi. Voilà. Et Adriana veut aussi encore gagner, puisque elle est 10 fois championne de France quand même. Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, Auvergne-Rhône-Alpes, donc en catégorie junior. Plus, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ton rêve ? De faire les championnats de France et d'au moins rapporter un maillot sur l'élimination. L'élimination plutôt, c'est ta course préférée ? Oui. Les jeux, c'est encore jouable ? Non. Non. Tout est toujours jouable ? Il faut rêver. Il faut rêver. Ouais. Exactement. Enfin, tout est possible. Après, il suffit évidemment d'y prendre goût, bien sûr. Oui. Et de se faire plaisir. C'est ça aussi. le principal. C'est vrai que ça, c'est pas mal aussi quand on n'aime pas trop forcer. On peut rouler aussi, s'entraîner derrière les voitures, mais c'est pas une bonne idée. C'est dangereux. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette discipline. J'espère que le public viendra dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Et puis, Hugo, on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Lucille. C'était très cool pour moi de revenir avant de revenir sur le terrain. Ouais. Encore mieux. Et avant de retrouver, évidemment, les programmes spécial rugby sur notre antenne, on sera toujours heureux de t'accueillir. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un dernier G-Sport de la saison d'ailleurs. Au revoir. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.